Rendez-vous de l'actualité du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations que vous pouvez suivre également en vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce jeudi 9 juillet, de nouveaux éléments sur l'explosion survenue la semaine dernière à Natanz en Iran. Des dégâts considérables auraient affecté la principale salle d'assemblage des centrifugeuses de nouvelle génération. On y revient dans quelques secondes. Autre titre de cette édition, le gouvernement israélien qui cherche la parade face au coronavirus. Hier, le président de l'État hébreu, Reuven Rivlin, a critiqué le manque de cohérence de la stratégie publique. 1262 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays en 24 heures. En France, Gérald Darmanin fustige l'islam politique alors qu'un nouveau rapport du Sénat pointe sa propagation dans le pays. Gabriel Attal nous en présentera les détails tout à l'heure. On reviendra également sur une affaire d'antisémitisme près de Lyon qui vise le maire de la ville, Claude Cohen. Et puis, en ce jour de jeûne, tentative de réflexion dans ce journal sur la mémoire du 17 Tammuz. Nous retrouverons tout à l'heure le rabbin de la communauté de Neuilly-sur-Seine, Michael Azoulay. Radio J. Que s'est-il réellement passé à Natanz jeudi dernier? Une semaine après les faits, rares sont ceux qui croient encore à la thèse d'un accident avancé dans un premier temps par les autorités iraniennes. La forte explosion qui a secoué la ville la semaine dernière est probablement due à une action étrangère, peut-être israélienne et ou américaine. Ce qui semble sûr en tout cas, c'est que les dégâts causés sont considérables. Selon le président de l'Institut des sciences et de la sécurité internationale, David Albright, près de 3/4 de la principale salle d'assemblage des centrifugeuses de Natanz ont été détruits. Interrogé aujourd'hui par le Jérusalem Post, ce grand spécialiste de la question appuie son constat sur 2 nouvelles vues d'ensemble de satellites. L'Iran a inauguré il y a 2 ans cette nouvelle installation à Natanz qui devait permettre de mettre en branle des centrifugeuses IR9 de nouvelle génération, beaucoup plus rapides encore que celle actuelle pour enrichir de l'uranium. Et selon certaines estimations, cette probable opération étrangère pourrait occasionner 1 à 2 ans de retard sur le programme nucléaire iranien. Y a-t-il un pilote dans l'avion pour stopper la pandémie du Covid-19 en Israël? À en croire le président de l'État hébreu, on peut en douter. Reuven Rivlin a dénoncé hier l'absence de stratégie claire du gouvernement. Jusqu'à présent, l'État d'Israël n'a développé aucun plan martial clair et cohérent pour lutter contre le virus, a regretté Reuven Rivlin lors d'une cérémonie de remise des diplômes aux membres du Collège de sécurité nationale. Le dernier bilan sanitaire indique 1262 nouveaux cas en 24 heures. Et 2 décès supplémentaires, soit 346 morts depuis le début de la crise. Avec près de 34 000 cas actifs, dont 118 dans un état sérieux, le gouvernement semble ne plus avoir le choix. De nouveaux confinements locaux pourraient être prochainement annoncés. Ils concerneraient les villes particulièrement touchées par les contaminations, outre Beitar Illit, déjà confiné. On évoque aujourd'hui notamment les noms de Modin Illit, de Lod, de Ramleh ou encore de certains quartiers de Jérusalem. Et le maire de la capitale, Moshe Leon, s'est opposé ce matin auprès du ministère de la Santé à ce type de décision. On fait le point sur la situation en consultant les médias israéliens du jour. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Le site Ynet titre ce matin: le plan de sauvetage des indépendants devait être annoncé hier, mais il ne sera pas annoncé avant dimanche prochain car les députés avaient donc d'autres priorités. Le Maariv annonce en titre que des quartiers de Lod et de Ramleh ont été placés sous limitation de déplacement ou confinement partiel, tandis qu'à Ashdod, les élus municipaux ont demandé au maire de ne pas prolonger le bouclage de certains quartiers orthodoxes. Le Maariv, lui, fournit des données réactualisées avec 1 millier de nouveaux malades au cours des 24 dernières heures, 39 malades sous assistance respiratoire et 344 décès. Le Israël Hayom, lui, affirme en manchette que l'on s'achemine vers de nouveaux bouclages et vers la fermeture d'établissements scolaires. Et il relate que le laboratoire modèle, celui qui a été mis en place par le ministère de la Santé qui devait permettre de multiplier les tests de dépistage, ne tient pas le rythme. Et la seule véritable bonne nouvelle que l'on découvre en une du quotidien gratuit ce matin, eh bien, c'est le plan de sauvetage économique qui semble prendre forme et qui doit insuffler quelques 50 milliards de shekels supplémentaires pour venir en aide aux indépendants et aux sans-emploi. On ne sait pas très bien s'il s'agit de 50 milliards en plus des 80 milliards déjà annoncés en avril au plus fort de la première vague, ou bien s'il s'agit de cette somme qui jusqu'à ce jour n'est pas parvenue dans les comptes en banque des contribuables israéliens. Et ce matin, le Israël Hayom se fait l'écho d'une information révélée hier soir lors du journal télévisé de la chaîne publique 11, le soir même où il a annoncé de nouvelles mesures restrictives quant au nombre de participants
à des fêtes. C'était jeudi soir dernier. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a lui-même participé à un somptueux anniversaire de son épouse dans une villa huppée d'Herzliya Pituar. Et même si de facto il n'a pas enfreint les règles de restriction, parce que celles-ci ne prenaient effet que le lendemain matin, eh bien cette attitude prouve une fois de plus, comme l'expliquent les commentateurs, que le gouvernement ne sait pas donner l'exemple et que face à cela, les élus perdent toute forme de crédibilité. Le Israël Hayom, qui consacre ses 15 premières pages à la lutte contre l'épidémie, explique en pages 8 et 9 pourquoi la courbe remonte en Israël et répond aux nombreuses questions que ses lecteurs peuvent se poser. Mais ce matin, les premiers extraits du témoignage d'une haute fonctionnaire, on va dire, des allocations nationales du Bitoire Léomi, Karine Chemaya, font froid dans le dos. Chaque matin, affirme-t-elle, je suis confrontée à la peur existentielle de personnes qui n'avaient jamais eu besoin jusqu'à présent du Bitoire Léomi et qui d'un coup ont tout perdu. Et le cœur se brise face à tant de détresse sociale, affirme Karine dans une interview qui sera publiée en intégralité demain dans le Israël Hayom. Demain, on pourra également lire dans le Israël Hayom l'entretien réalisé avec le président de la coalition, les députés Likoud, Miki Zohar, qui estime que le gouvernement d'union nationale, celui qui a donc été formé pour lutter contre le coronavirus, eh bien, ne devrait pas, selon lui, tenir le coup encore longtemps. Et j'ajoute par ailleurs que selon une étude du ministère de la Santé israélien, ce sont les bus qui constituent les principaux facteurs de contamination au Covid-19 en Israël. Les procédures de désinfection du matériel n'y seraient pas pleinement appliquées. Les territoires palestiniens sont aussi confrontés à une reprise de l'épidémie du coronavirus. La bande de Gaza reste relativement épargnée. En Judée-Samarie, en revanche, l'autorité palestinienne a prolongé l'état d'urgence sanitaire. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Contrairement à la première vague de l'épidémie qui les avait relativement épargnés, cette fois, le Covid-19 frappe aussi dans les territoires palestiniens de Cisjordanie. Depuis que la deuxième vague a démarré à la mi-juin, les nouveaux cas enregistrés font plus de 80% des malades recensés depuis le mois de mars. L'autorité palestinienne dépasse actuellement les 4500 malades pour un peu moins d'une vingtaine de décès. Mahmoud Abbas a prolongé l'état d'urgence jusqu'à la fin juillet. Les territoires autonomes sont confinés pour une semaine supplémentaire, mesure qui pourrait d'ailleurs être reconduite. De son côté, le Premier ministre palestinien a demandé à Israël de fermer tous ses points de passage avec les territoires et ordonné aux ouvriers palestiniens qui se trouvent déjà en Israël de ne pas rentrer chez eux pour réduire les risques de contamination. Durant la première vague de l'épidémie, l'autorité palestinienne avait ordonné le confinement total de sa population durant près de 3 mois et ne l'avait levé qu'à la fin mai. Depuis, la circulation des journaliers palestiniens vers Israël avait repris, sans toutefois revenir aux 100 000 passages quotidiens que l'on enregistrait avant l'éruption de l'épidémie de Covid. Dimanche dernier, les forces de sécurité israéliennes étaient intervenues avec des gaz lacrymogènes près de Toul-Karem en Samarie pour repousser et disperser des dizaines de Palestiniens qui tentaient de passer en Israël. Pour de nombreux foyers palestiniens, le travail en Israël reste une source de revenus vitale et la crise sanitaire des deux côtés de la ligne verte a aussi impacté leur situation économique. Le rythme de contagion accélère et touche l'ensemble de la Cisjordanie avec pourtant près de 20% des cas pour la seule ville de Hébron. La plus grande agglomération palestinienne de Judée compte plus de 750 000 habitants. La densité de population, mais aussi sa composition en tribus qui ont coutume de se réunir parfois à plusieurs milliers de personnes pour les événements sociaux du clan, font de chacun de ces rassemblements un nouveau foyer de contagion. Les autorités locales tentent d'ailleurs sans grand succès jusqu'à présent de convaincre les habitants de s'abstenir de toute réunion et de respecter les distances sociales. Pourtant, la propagation rapide de la maladie semble progressivement modifier les comportements. Comme en Israël, la circulation à l'intérieur des territoires autonomes fait aussi partie des facteurs de propagation de l'épidémie. Et il faut encore y ajouter l'entrée d'Arabes israéliens ou d'Arabes de Jérusalem-Est dans les villes palestiniennes. Si les points de passage sont désormais fermés, la barrière de sécurité, elle, n'est pas étanche. On compte près de 300 brèches ou tronçons non clôturés qui permettent aussi des passages quotidiens dans les deux sens. L'autorité palestinienne veut éviter une dégradation supplémentaire de sa situation sanitaire, sachant qu'elle ne dispose que de quelques dizaines de respirateurs et que son système hospitalier serait rapidement saturé par une vague trop importante de malades. La bande de Gaza reste en revanche moins touchée, comme c'est le cas depuis le début de l'épidémie
de l'éruption de l'épidémie. Le territoire palestinien côtier est paradoxalement protégé par le bouclage de ses points de passage avec Israël et de sa frontière quasiment fermée avec l'Égypte, mais une dégradation supplémentaire de la situation sanitaire dans les territoires autonomes reste aussi une préoccupation pour Israël. Pascal Sunshine depuis Jérusalem. Un mot de diplomatie maintenant avec cet échange téléphonique hier entre Mahmoud Abbas et Vladimir Poutine. Le président de l'autorité palestinienne a affirmé au chef d'État russe qu'il était prêt à reprendre des négociations avec Israël, mais Mahmoud Abbas pose 2 conditions. D'abord que ces discussions aient lieu en présence de plusieurs membres de la communauté internationale et pas seulement des États-Unis, et puis que les négociations s'appuient sur, je cite, la légitimité internationale. 14h12, Radio J, Steve Nadjar et la suite du journal magazine. Le gouvernement d'urgence israélien connaît-il déjà la crise ? On a pu le penser hier après un débat houleux à la Knesset. Le Parlement israélien a rejeté un projet de loi appelant à la mise en place d'une commission d'enquête contre les juges. Un projet de loi proposé par le député Bezalel Smotrich du parti Yamina, un projet sur lequel revient le politologue Emmanuel Navon. Il répondait ce matin aux questions de Pascal Sunshine. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu une proposition de loi soumise par Bezalel Smotrich de la faction Yamina, qui n'est pas dans la coalition, pour établir une commission parlementaire pour vérifier les éventuels conflits d'intérêts parmi les juges de la Cour suprême suite à un article publié récemment par le journaliste Kalman Lipskin. Et bien sûr, la plupart des députés du Likoud ont soutenu la création d'une telle commission parlementaire, et les députés du Parti bleu et blanc s'y sont opposés. Il faut bien comprendre que les questions juridiques, les questions de séparation, d'équilibre des pouvoirs entre la Cour suprême et le Parlement sont un des points d'achoppement entre les 2 partenaires coalitionnels. Pour le Parti bleu et blanc, il s'agit d'une atteinte à l'indépendance et au pouvoir du pouvoir judiciaire de la Cour suprême. Et pour le Likoud, il s'agit d'un sujet qui est proche de ses préoccupations, des préoccupations de ses électeurs. Donc une invective, effectivement, mais encore une fois, qui a été utilisée essentiellement pour marquer des points dans l'opinion publique et dans les réseaux sociaux. Et je pense que cette crise spécifique est déjà derrière nous. 14h14, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour la deuxième partie du journal. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Nadjar. Et l'actualité en France maintenant, Philippe, avec vous, Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a jugé hier que l'islam politique était, je cite, un ennemi mortel pour la République. Lors de la séance de questions au gouvernement au Sénat, l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics a aussi appelé à lutter contre toute forme de communautarisme sans cependant tomber dans les caricatures. Gérald Darmanin a toutefois mis en garde une sénatrice qui l'interrogeait. La laïcité n'est pas la négation de la liberté des cultes. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Mais il me semble, madame, que le ministre de l'Intérieur est également le ministre des cultes. Et qu'en France, la laïcité ne veut pas dire la négation de cette liberté des cultes. Alors oui à la liberté de culte, non à la caricature, non à l'islamisme politique, oui à des Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Des propos qui interviennent, Gabriel, alors que la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste alerte sur la propagation de l'islam politique en France dans un rapport. La commission d'enquête s'inquiète par ailleurs de la diffusion des comportements qui remettent en cause le vivre ensemble. Elle s'inquiète aussi des comportements qui portent atteinte directement à la liberté de conscience, à l'égalité entre les hommes et les femmes et aux droits des personnes homosexuelles. L'islamisme radical et polymorphe s'insinuant dans tous les aspects de la vie sociale et tend à imposer une nouvelle norme sociale en se prévalant de la liberté individuelle, met en garde le rapport. La commission pointe la réalité de la radicalisation islamiste en France et ses répercussions sur l'organisation de la société. Et j'ajoute que le procès des attentats terroristes de janvier 2015 sera filmé. Ce sera une première en France. Les audiences se dérouleront du 2 au 10 septembre prochain. Un droit de réponse maintenant après les propos de l'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, le député François Pupponi hier sur notre antenne, alors que le député du Val d'Oise dénonce les liens de Patrick Haddad avec des milieux islamistes. Le président de la communauté juive locale, Moïse Kaloun, affirme qu'il est temps de prôner le dialogue plutôt que la division. Il était au micro tout à l'heure d'Ilana Ferradian. Je pense qu'il
est bon de savoir que nous avons accompagné M. Pupponi pendant 22 ans et que spécifiquement dans cette élection, nous ne sommes pas intervenus et nous avons donné aucune consigne de vote. Ce n'est pas notre façon de faire et c'est pas des choses alors qu'on a fait ça avec M. Pupponi. C'est-à-dire que si on avait fait ça avec Patrick Haddad, je pense que Patrick Haddad serait passé à 75% comme M. Pupponi était passé à l'époque. Donc il va bien falloir qu'ils comprennent que M. Pupponi se fait des films et malheureusement il commence à y croire à ces films-là. Donc il y a bien beaucoup de choses qu'il faut que je redresse parce que M. Pupponi pense beaucoup de choses et va au-delà de ce qu'on peut imaginer en insinuant que je peux m'attacher à des réseaux radicaux et islamistes. Ce qui paraît aberrant. Mais Moïse Kaloun, est-ce que président de la communauté juive de Sarcelles. Est-ce que les critiques de François Pupponi sont pour vous aujourd'hui légitimes quand le député dit par exemple que Patrick Haddad fréquente volontairement ou non, en tout cas des personnes douteuses comme Nabil Koskossi, l'organisateur de la manifestation à Sarcelles? Excusez-moi. D'abord, je ne connais pas les fréquentations de notre maire. Alors ça, c'est une chose. Je pense qu'il est important d'expliquer un peu la position de la communauté juive de Sarcelles et les risques encourus lors de cette élection municipale. C'est important, parce que les relations de M. Patrick Haddad m'importent peu. C'est ce que veut mettre le point M. Pupponi, mais ça m'importe peu. Si vous le permettez, moi je vais faire une situation sur 2 points, et très brièvement pour ne pas inonder et encombrer vos ondes inutilement. Comme beaucoup de gens ont pu certainement le remarquer, et surtout le comprendre, M. Pupponi est sorti de son axe habituel d'une campagne politique et s'est obstiné à diviser et infantiliser et instrumentaliser notre communauté. Il n'est pas question que qui que ce soit infantilise et instrumentalise notre communauté. C'est ce qu'il a fait pendant toute cette période de campagne. Et vous pourrez écouter l'intégralité de cette interview dimanche prochain et également la réponse du maire de Sarcelles, Patrick Haddad. Radio J, 14h20, la suite du journal avec l'actualité en France. Steve Nadjar. Et une nouvelle affaire antisémite qui vise le maire républicain de Mions, près de Lyon, Claude Cohen. Son opposant politique de La République En Marche l'a présenté comme un rat sur Facebook. Élément de réponse avec Esther Abitbol. Une image postée sur Facebook crée le scandale. On y voit un rat, c'est Rémi, le personnage principal du film Disney Ratatouille. Elle provient du compte Facebook Mions Résistance. Ce compte est géré par un animateur local de La République En Marche, Sylvain Husson. La photo de profil fait référence au maire de Mions, Claude Cohen, et laisse penser que le maire de Mions est comparé à un rat. Les Républicains dénoncent des propos antisémites, des déclarations que Sylvain Tesson contredit. Il a d'ailleurs affirmé « Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit, c'est le rat de Ratatouille. Une ratatouille, c'est bon, et en politique, c'est quand on mélange tout comme l'a fait monsieur Cohen. Ça a été une bonne ratatouille pour lui. » L'animateur de La République En Marche s'est offusqué de la polémique qu'il a pu créer. Sa grand-mère est juive, il n'aurait jamais pu tenir des propos antisémites. Pour le moment, Claude Cohen n'a pas encore porté plainte contre son opposant. Ce n'est pas la première fois qu'une affaire antisémite intervient. Pendant la campagne d'entre-deux tours, David Kimfeld a lui aussi été victime d'antisémitisme. Ses affiches de campagne avaient été taguées avec des kippas et des étoiles de David. Expulsé du théâtre de la Main d'Or depuis 3 ans, Dieudonné fait à nouveau parler de lui. Il veut désormais jouer son spectacle, Gabriel, dans son bus, à Paris, ce soir. L'humoriste prévient qu'il se produira dans son bus baptisé Dieudobus, rue de la Porte d'Issy, dans le sud-est de la capitale. Il ajoute qu'il s'installera sur place et y restera tout l'été. Ce n'est pas la première fois que Dieudonné utilise ce moyen pour se produire. L'humoriste a régulièrement utilisé un bus au cours de sa carrière lorsqu'il était privé de salle de spectacle. La dernière fois fut au moment des manifestations des Gilets jaunes, mais avait été interrompu par la police. Le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a affirmé à CNews que chaque fois que Dieudonné tentera de se produire, la mairie de Paris alertera la police, dont c'est la compétence. Cette dernière s'est dite prête à utiliser les différents leviers juridiques à sa disposition en cas de constatation d'infraction routière ou de stationnement ou de risque de trouble à l'ordre public. Merci Gabriel Attal. Nous sommes maintenant en ligne avec le rabbin de la communauté de Neuilly-sur-Seine. Bonjour monsieur le rabbin Azoulay.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde juif marque aujourd'hui le jeûne du 17 Tammuz. Que commémore précisément cette date de pénitence ? Alors, il y a une Mishnah donc c'est une tradition orale qui se trouve dans un traité qui s'appelle Ta'anit, ça veut dire jeûne en fait, donc c'est un traité talmudique qui traite essentiellement de tous les jeûnes que nous connaissons et d'autres qui ne sont plus pratiqués aujourd'hui. Et dans le chapitre 4, la Mishnah 6, elle nous dit en fait qu'on commémore exactement 5 événements tragiques dans l'histoire du peuple juif. Je vais commencer par le plus connu, et c'est peut-être le plus important. En fait, le 17 Tammuz, c'est à cette date que les Romains auraient pratiqué une première brèche dans les murailles de Jérusalem. Donc on est en l'an 70. Au 1er siècle de notre ère. Voilà, exactement. Et donc c'est un 17 Tammuz en fait que les Romains pénètrent en fait, donc font une brèche dans les murailles de Jérusalem et pénètrent dans Jérusalem pour détruire ensuite, comme vous le savez, le temple le 9 Av. Et il y a également une tradition qui dit que c'est également le 17 Tammuz pour le premier temple. Donc là on est en moins 586 avec les Babyloniens. Alors là c'est plus compliqué parce que dans les textes des prophètes on parle du 9 Tammuz, mais certains disent que c'est une erreur, c'est le 17 Tammuz. Et là ce sont les armées babyloniennes qui s'engouffrent dans Jérusalem le 17 Tammuz et qui détruisent le premier temple en moins 586 avant notre ère. Ça c'est le premier événement qu'on commémore ce jour-là. Il y en a quatre autres peut-être moins connus. Il y a Moïse qui brise les tables de la loi en voyant le veau d'or, un 17 Tammuz. Donc on aurait finalement une source biblique. Bien, très ancienne, exactement. Alors une source biblique qui n'est pas explicite, mais quand on calcule en fait les événements, etc., on se rend compte que c'est un 17 Tammuz que Moïse a brisé les tables de la loi. Ensuite, on a également le 17 Tammuz, la fin des sacrifices qu'on offrait chaque jour au temple. Vous savez, il y avait 2 sacrifices quotidiens, un le matin et l'après-midi. Le Korban Tamid. Remplacé aujourd'hui par les prières. Voilà, exactement. Et comme quand il y a un siège, en fait, on empêche l'approvisionnement de la ville, notamment en nourriture et puis en bêtes, en animaux. Donc, s'il n'était plus possible, à l'époque des Babyloniens déjà, avec le siège des Babyloniens, de pratiquer le sacrifice quotidien matin et après-midi. Ensuite, il y a eu également un certain Apostomos. Alors, on ne sait pas très bien qui c'est, une sorte d'officier romain qui aurait brûlé un rouleau de la Torah le 17 Tammuz. Et enfin, le 17 Tammuz, une idole a été dressée dans le temple. Alors, c'est parfois compliqué de savoir est-ce qu'on parle du premier, du deuxième temple. Toujours est-il que ce sont des événements tragiques que nous commémorons ce jour-là, par ce jeûne. Rabbin Michael Azoulay, comment nos maîtres appellent-ils à faire vivre, à faire revivre chaque année ces moments de deuil et d'affliction dont vous venez de nous parler ? Est-ce que jeûner finalement suffit-il à faire émerger une forme de réflexion autour de ces événements tragiques ? Alors écoutez, la réponse se trouve dans Rambam, dans les propos de Rabbi Moshe ben Maimon, le grand Maïmonide, qui d'ailleurs s'est posé certainement la même question que vous et que les personnes qui nous écoutent. Et en fait, Rambam explique que le but de ces jeûnes, c'est pas simplement de se souvenir du passé, parce que c'est vrai que ça c'est bien loin de nous, mais de se dire que si ces malheurs sont arrivés, dans la tradition juive, on considère que rien n'est jamais dû au hasard. Et que quand il nous arrive des choses, il faut toujours s'interroger, se remettre en question. Et Rambam explique en fait que grâce à ces jeunes, en fait, on s'éveille à part ces événements dont on se souvient, et qu'on doit essayer d'aller vers de meilleures résolutions, essayer de s'améliorer, en se disant qu'on n'est pas forcément meilleur que nos ancêtres qui ont connu ces événements, et en fait, on doit tout simplement essayer de nous corriger moralement pour faire en sorte que tout cela ne survienne plus. Il y aurait une forme de continuité entre les enfants d'Israël dont on parle dans ces événements et l'actualité du peuple d'Israël aujourd'hui. Pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple. On dit que le deuxième temple a été détruit par les Romains à cause de la haine qui régnait entre les Juifs. Et c'est vrai, quand on lit les récits talmudiques à ce sujet, il y avait une haine farouche très forte entre les Juifs. Eh bien, par exemple, on va dire qu'aujourd'hui, on doit essayer de corriger la haine, l'inimitié entre nous, et essayer de propager l'amour entre les Juifs, au sein du peuple juif. Donc, c'est un exemple, qui nous montre que ce genre de sentiment négatif n'a pas forcément disparu. Autrement dit, ce n'est pas seulement l'événement en tant que tel, si je vous comprends bien, que l'on commémore, mais aussi les causes qui l'ont produit. Exactement. On ne commémore jamais un événement que pour l'événement, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les causes profondes, morales. Comme disait un grand maître, chez nous, il y a une théologie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de voir Dieu derrière les événements. C'est une force du peuple juif.
Monsieur le rabbin Azoulay, je rappelais tout à l'heure, vous êtes le chef spirituel de la communauté de Neuilly-sur-Seine. Comment se préparent les fêtes de début d'année prochaine, à commencer par Rosh Hashanah, dans ce contexte sanitaire à la fois lourd et assez incertain? Écoutez, vous avez tout dit. Tout est incertain, on s'y prépare, mais honnêtement, très honnêtement, comme on dit en langage de Marat, on dit la vue. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas, on redoute un retour de l'épidémie, enfin, tout ça pour vous dire qu'on est de préparer les autres qui sont multipliant dans plus lieu. Monsieur le rabbin, on vous entend nettement moins bien. On vous entend nettement moins bien, malheureusement. La connexion. On va faire un dernier test. La connexion s'est un peu dégradée. Je vous entends, mais. Non, on vous entend. On vous entend moins bien. Je vous remercie en tout cas de votre intervention éclairante cet après-midi à l'antenne de Radio J. Bonne fin de jeûne et à très bientôt sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 15h, c'est Gabriel Attal qui vous présentera le Flash. Je vous souhaite de passer un bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.